Nous sommes le jeudi 25 avril 2019 et la lourde responsabilité me revient de feuilleter les pages de l'actualité avec vous. Au sommaire de cette édition, l'opposition politique burkinabé favorable au dialogue politique initié par le chef de l'État et puis reprise effective de travail au ministère de l'économie et des finances. Dames et messieurs, bonsoir et merci d'être des nôtres sur la télévision de la famille. Sans transition aucune, nous l'avions annoncé, les usagers du ministère de l'économie et des finances soufflent enfin un peu d'oxygène. Le gouvernement et ses agents ont enfin trouvé un terrain d'entente. Sur le terrain, tout reprend vie petit à petit. Eh bien, c'est un constat de Odette Zorgena et Yannick Kaboré. Le gouvernement burkinabé et la coordination syndicale du ministère de l'économie et des finances ont trouvé enfin un terrain d'entente. Information confirmée hier à l'issue du Conseil des ministres par le ministre Lassane Kaboré à travers l'adoption du décret relatif à la suppression définitive du fonds commun et à l'adoption du nouveau concept dénommé prime de motivation, variant de 400 à 900 000 francs CFA selon les catégories des travailleurs. Les 25% déjà que la loi autorise et de faire maintenant des mesures d'accompagnement par palier. Donc ce qui a permis donc d'avoir des forfaits globaux par palier. Quand vous prenez le niveau supérieur, c'est-à-dire que le cadre A, P et ainsi de suite, vous avez un montant forfaitaire qui est donné de 900 000. Quand vous prenez les catégories B, vous avez des montants forfaitaires qui sont donnés de 700 000. Quand vous prenez les catégories C, vous avez des montants forfaitaires de 600 000 et les catégories DE, des montants forfaitaires de 400 000. Sur ces montants qui ont été donnés, il faut préciser que le décret, les mesures d'accompagnement sont de 3 ans. À ce deuxième jour de la reprise du travail, nous avons sillonné les artères de la direction des moyennes entreprises du centre 1 et du centre 2 où malheureusement les portes d'accès aux locaux nous ont été refusées. Nous avons néanmoins prêté notre micro à quelques usagers pour nous relater les faits. Aujourd'hui ça va par rapport au jour passé. On pouvait passer ici toute une journée, on dit qu'il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de réseau. Bon. Mais aujourd'hui, effectivement, on remarque que tous les services ont repris. Donc c'est bon. Si ça continue comme ça, je pense que ça va aller. C'est lent et autres. Déjà, bon, pour déposer des notifications, des lettres et autres, il faut des timbres. Et il n'y a pas de timbre, impossible d'avoir de timbre. On dit qu'il n'y a pas de réseau et par manque, absence de réseau, l'argent n'est pas là pour vendre. On était obligé d'aller à la mairie à côté. À la mairie aussi, il n'y avait pas de timbre. Il fallait acheter les timbres avec les revendeurs. Donc, ça a repris, mais bon, il faut patienter un peu de temps, voir ce que ça va donner. Les gens sont présents, le réseau, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Mais jusqu'à présent, bon, on a pu faire, c'est bon. Ainsi, malgré la lenteur de la reprise du rythme du travail, les travailleurs du Minefid ont bel et bien repris et résolvent tant bien que mal le problème du réseau. À noter que selon le ministre de l'économie et des finances, le bilan de cet arrêt de travail pourrait coûter environ 300 milliards de francs CFA de perte de recouvrement dans le budget de l'État. Un point pour constater les exagérations de certains agents sera l'ordre du jour, mais l'heure, précise le ministre Lassane Kaboré, est au travail et à la cohésion pour bâtir ensemble le Burkina Faso. Dialogue politique initié par le chef de l'État le 27 et 28 avril prochain. L'opposition politique prendra-t-elle part à cette rencontre? Au siège du chef de file de l'opposition s'est tenu ce vendredi un point de presse au cours duquel Zéphirin Diabré donne la lecture du CEFOP sur cette convocation politique. C'était en présence de Delphine Banissi et Yannick Kaboré. Nous avons conditionné notre participation à cette rencontre au respect de 2 préalables, la première liée au statut et au cadre réglementaire de ce dialogue et la seconde relative aux modalités de mise en œuvre et de suivi des décisions issues du dit dialogue. Propos du chef de file de l'opposition politique Zéphirin Diabré qui a indiqué que le CEFOP aurait proposé 7 thèmes et 39 sous-thèmes qui devraient être abordés à cette rencontre. Autrement, ce dit dialogue n'aurait pas de sens.
Une lettre datée du 10 avril. Nous avons transmis nos propositions au chef de l'État. Ces propositions sont réparties en 7 grands thèmes et 39 sous-thèmes. S'agissant des grands thèmes, sur la situation sécuritaire, la réconciliation nationale, l'unité nationale et la cohésion sociale, le code électoral et les élections de 2020, la gouvernance et les questions sociales. L'opposition politique burkinabé n'est pas prête à aller quelque part causer de tout et de rien, se lever et repartir sans qu'il n'y ait des débuts de solutionnement concret aux problèmes que vivent les Burkinabés. Sans ces deux conditions, un dialogue politique ne sera qu'un outil de marketing politique. Une mise en scène orchestrée par un régime aux abois pour montrer aux yeux des Burkinabés et du monde qu'il dialogue avec nos conditions. Or, notre entendement, la crise que traverse notre pays est si grave qu'il faut mettre tout le sérieux dans la préparation d'un tel dialogue. Et comme à l'accoutumée, la situation nationale a aussi été évoquée à ce point de presse. Le CEFOP a donné son point de vue sur les révélations faites par un organe de presse international qui stipule que Roch Marc Christian Kaboré aurait pris les mêmes habitudes que Blaise Compaoré en négociant avec les terroristes. La Fronde sociale est la première opération chirurgicale réussie d'un cœur par des médecins burkinabés au centre hospitalier universitaire de Tengango ont aussi été abordées. On retient au final de ce point de presse que le CEFOP prendra part au dialogue politique convoqué les 27 et 28 avril prochains par le chef de l'État Roch Marc Christian Kaboré, à condition que leurs propositions préalables soient prises en compte. En attendant, le CEFOP rappelle aux autorités du pays que 125 jours se sont écoulés sur les événements de Yirgou et que le peuple attend toujours que justice soit faite. La fenêtre internationale et nous faisons le tour du monde en faisant escale au Sri Lanka, en Russie et au Soudan. Mais avant, un clin d'œil aux États-Unis où la rougeole semble refaire surface. C'est un record quelque peu inquiétant pour les États-Unis. 695 cas de rougeole ont été recensés depuis le début de l'année, soit le nombre le plus important de personnes contaminées depuis près de 20 ans. Pourtant, en 2000, le pays avait officiellement annoncé l'élimination totale du virus. Pour contrer la propagation de la rougeole, les autorités américaines s'efforcent de rappeler l'importance de la vaccination, notamment chez les enfants, où les complications peuvent être fatales. Selon l'organisme officiel de santé du pays, les États de New York et Washington sont les plus touchés par le virus. Les États-Unis ne sont pas les seuls à voir la rougeole refaire surface. Depuis le début de l'année, les cas déclarés dans le monde ont été multipliés par 4 par rapport à la même période de 2018. 2 suspects filmés par les caméras de surveillance de l'hôtel Shangri-La à Colombo. Ils prennent l'ascenseur, sac sur le dos, rejoignent le restaurant où les clients prennent le petit déjeuner. C'est à ce moment-là qu'a lieu une explosion. Image terrifiante de kamikazes présumés qui auraient prêté allégeance au groupe État islamique. Rayé de la carte en Syrie et en Irak, le groupe a donc survécu. En fait, les djihadistes avaient anticipé cette défaite territoriale et ils ont entre autres exporté le combat vers l'Asie depuis des mois, voire des années, vers le Sri Lanka, mais aussi l'Indonésie ou encore les Philippines. Aujourd'hui, la branche la plus puissante en Asie du Sud-Est de l'État islamique, c'est celle des Philippines. Parce qu'ils sont implantés, bien implantés, de par l'historique qu'il y avait avec Abu Sayyaf, et de par l'armement qu'ils ont, de par de la connaissance qu'ils ont de la jungle et du combat en jungle. Un exemple frappant justement aux Philippines. En mai 2017, des djihadistes se revendiquant de l'État islamique s'emparent de Marawi. C'est la plus grande ville musulmane du pays. Ils veulent y instaurer un califat. Après 5 mois de combats acharnés, l'armée reprend finalement la ville. Des djihadistes très présents aussi en Indonésie. C'est le plus grand pays musulman de la planète. Le 13 mai 2018, 6 membres d'une même famille rentrés de Syrie y attaquent 3 églises. 13 personnes sont tuées. En fait,
Beaucoup d'hommes originaires d'Asie sont allés travailler vers les pays du Golfe. Certains sont rentrés au pays convaincus par l'islam radical. Un vivier disponible pour l'organisation État islamique. Nous avons établi un accord sur des principes essentiels. Tout d'abord, nous sommes des partenaires et nous travaillons ensemble afin de ramener la sécurité au Soudan. Notre but est d'établir des fondements sains pour construire le Soudan. Ensuite, dans nos rapports, il n'y aura pas de calcul, pas de perte, parce que le Soudan est gagnant. Il n'y aura pas de différence entre nous, car notre objectif est le même. Une poignée de main pour relancer la relation entre Moscou et Pyongyang. Kim Jong-un et Vladimir Poutine se rencontrent pour la première fois dans cette université de Vladivostok, à l'extrême sud-est de la Russie, non loin de la frontière nord-coréenne. Le maître de Pyongyang se tourne ainsi vers la grande puissance qui a soutenu son pays pendant la guerre froide. Nos deux peuples savent que le développement continu des liens entre nos deux pays ne sert pas seulement nos intérêts respectifs, mais est également indispensable pour sécuriser la paix et la stabilité de la région. Les deux hommes devaient notamment évoquer le sort des 10 000 travailleurs nord-coréens en Russie, dont une résolution de l'ONU exige l'expulsion. Mais Kim Jong-un est surtout venu chercher une alternative dans sa volonté de normalisation internationale, 2 mois après sa deuxième rencontre avec Donald Trump, qui a abouti à une impasse. De son côté, le président russe affiche son soutien aux efforts américains, mais il souhaite jouer un rôle dans les discussions sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne. La Corée du Nord a besoin de garanties sur sa sécurité et sa souveraineté. De quelles garanties peut-il s'agir, sinon de garanties de droit international ? Le sommet de Vladivostok était également scruté par une autre grande puissance, la Chine, autre parrain historique de Pyongyang, avec qui elle a rééquilibré sa relation ces dernières années, mais qui tient à garder le régime nord-coréen dans son giron. Dames et messieurs, pour ce soir, c'est fini. On se donne rendez-vous demain pour d'autres actualités. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Bonsoir chez vous.